Bonjour. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de la métallothermie. Qu'est-ce qu'on entend par métallothermie? C'est un procédé métallurgique utilisé pour extraire des métaux à partir de leurs composés, généralement des oxydes, en utilisant un autre métal comme agent réducteur. Ce processus repose sur la réaction chimique entre le métal réducteur et l'oxyde de métal, où le métal réducteur cède des électrons pour réduire l'oxyde en métal pur. Mais quel est le moteur de cette réaction? Qu'est-ce qui active ça? Eh bien, le critère thermodynamique qui gouverne le choix du réducteur et la température d'opération et la variation d'énergie libre standard de la réaction. Donc l'énergie libre de Gibbs. Donc on aura besoin d'un outil qu'on appelle le diagramme de Bingham-Richardson qui va nous aider à voir les courbes réactionnelles des oxydes qui sont en présence et voir laquelle est susceptible d'être réduite par un autre. Dans le diagramme de Bingham, vous allez voir des courbes des différents oxydes. Du moins, je parle du diagramme de Bingham des oxydes. Et toutes ces courbes se trouvent positionnées de telle sorte qu'elles représentent l'énergie libre réactionnelle, leur delta G. Le fameux delta G, on doit connaître, delta G égale delta H moins RT ln de K. C'est quelque chose que les gens connaissent, bien delta G égale delta H moins T delta S variation de l'entropie. Pour qu'une réaction ait lieu, il faut qu'il ait un delta G négatif. Quand l'énergie libre est égale à 0, il n'y a pas de réaction, il y a équilibre. Quand votre delta G est supérieur à 0, la réaction n'est pas possible dans le sens déterminé. Elle peut être possible dans le sens opposé. Donc il faut faire attention à ça. Quand vous vous présentez, vous dites dans un milieu réactionnel, voilà les réactions qui ont lieu, il y a toujours des priorités. La réaction qui aura priorité, ce sera celle qui a un delta G qui est le plus grand, mais négatif. Le plus négatif. Donc en valeur absolue le plus grand, mais le plus négatif. C'est ce que nous dit le diagramme de Bingham. Et c'est comme ça qu'on va utiliser ce diagramme pour parler de métallothermie, où vous avez votre oxyde MO qu'on met en contact avec le métal M' pour que M' arrache l'oxygène de ce métal pour laisser M tout seul et on aura un nouvel oxyde MO avec M'O, je veux dire. Quand vous avez deux courbes sur le diagramme de Bingham, la courbe la plus basse est celle, pour une température donnée, qui a le delta G le plus négatif. Donc c'est la courbe qui sera prioritaire dans l'ordre réactionnel. Si vous avez deux courbes qui se courbent dans le diagramme de Bingham, dans la partie où la courbe est plus basse que l'autre, c'est la courbe qui est prioritaire. Quand les courbes se croisent, les deux équations sont à l'équilibre. Elles ont la susceptibilité de se dérouler. Il n'y a pas de priorité. Mais quand vous dépassez ce point de rencontre entre les courbes, vous allez voir que vous avez une courbe qui est en bas et une courbe qui est au-dessus. Et bien, la différence de delta G, là, c'est ça le moteur de cette réaction. Plus le delta G est grand, plus la réaction de réduction est plus grande. Ça se passe très bien. Plus on chauffe, plus on va à droite par rapport au point de rencontre, plus la température est grande, plus le delta G est grand, plus la réduction est possible. C'est comme ça que cela se passe. C'est ainsi que vous allez voir que les métaux les plus nobles se retrouvent en haut dans le diagramme de Bingham et les autres se retrouvent plus bas dans le diagramme de Bingham. On ne va pas venir vers vous dire voilà, j'ai trouvé un morceau d'aluminium. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas de l'aluminium pur. Il est recouvert d'une patine. Il est recouvert de Al2O3. Prenez une barquette à frites, faites une raie dessus avec un clou. Vous allez voir que la raie va briller, mais très vite, elle va se ternir et elle aura la même couleur que l'ensemble. Parce qu'à un moment, vous avez exposé l'aluminium et juste après, ça s'est oxydé. C'est comme ça, pour avoir du sodium à l'air libre, il va réagir tout de suite. C'est la même chose pour le calcium. Et c'est comme ça qu'avec l'aluminium, c'est l'humidothermie, avec la silice, c'est la silicothermie, avec le Ca, c'est la calciothermie. Et tout ça sont des réactions qu'on peut mettre en jeu pour
nos réactions de réduction. Donc il n'y a pas que la réduction par le carbone ou par le CO, ou la réduction par l'hydrogène, qui est aussi une réaction gazeuse, on va faire une réduction par un métal plus réducteur. C'est ça l'intérêt de la métallothermie. Alors je vous invite à aller regarder avec intérêt votre diagramme d'Ellingham. Il y en a pour les oxydes, il y en a pour les sulfures, il y en a pour les halogénures. Tous ont le même intérêt. Regardez-les et vous comprendrez beaucoup de choses. Et c'est ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qui se passe dans la pratique de la métallothermie? On commence par la sélection de l'agent réducteur. On doit chercher un réducteur minimal viable qui peut subvenir à nos besoins de réduction. Donc, c'est le cas pour la luminothermie, la magnésiothermie, la calciothermie, la silicothermie, la sodiothermie. On élimine par le sodium. Le métal réducteur choisi en fonction de sa capacité à céder des électrons plus facilement que le métal extraire. Ensuite, on doit mélanger l'ensemble. L'oxyde du métal extraire est mélangé avec l'agent réducteur. Il faut qu'ils soient mis ensemble dans le réacteur. Et puis, on doit initier la réaction. Initier la réaction, c'est qu'on doit arriver à une température précise. Il faut de la chaleur. Et une fois commencée, la réaction est exothermique. Ça doit produire assez de chaleur pour maintenir la réaction sans apport externe continu. Mais il se peut qu'on ait besoin d'un apport extérieur. Mais on doit, ce seuil de température, on doit l'obtenir pour que ΔG soit négatif, l'énergie libre de gypse soit négative. Et il faut tenir compte de l'activité de l'oxygène. Il faut qu'on ait une pression partielle d'oxygène pour qu'on puisse tendre vers la réaction souhaitée. Et ainsi, on aura la formation de métal pur et on devra arriver à séparer l'ensemble. Dans le cadre de la métallothermie, nous allons parler de la calciothermie et de la silicothermie. Quelles sont les principales réactions de calciothermie? Nous pouvons avoir la réduction du dioxyde d'uranium, de l'hémipentoxyde de vanadium, du sesquioxyde de vanadium, de l'hémipentoxyde de niobium, de l'hémipentoxyde de tantale. Pour chacun des couples cités ci haut, la droite CaO est très nettement au-dessous de celle des oxydes ciblés sur le diagramme d'Ellingham des oxydes. La variation d'énergie libre de Gibbs est négative sur toute la plage utile. Autrement dit, il n'existe pas de température minimale thermodynamique stricte. La température d'opération est fixée par la cinétique et l'état physique du calcium. On travaille donc typiquement entre 900 et 1150 degrés C, sous vide poussé ou argon sec, parfois avec du chlorure de calcium fondu pour dissoudre le CaO formé et accélérer la réaction. Toutes ces réactions de réduction sont possibles comme la ligne d'oxydation de calcium est plus basse que celle de formation de ces oxydes tels qu'on peut le voir dans le diagramme d'Ellingham des oxydes. La silicothermie ou la réduction par le silicium n'est jamais la réaction par le silicium seulement telle que nous l'indique la réaction suivante. Mais plutôt, l'oxyde acide est stabilisé par une base peu onéreuse, en particulier CaO qui stabilise la silice produite. Les réactions de réduction par le silicium ne conduisent pas toujours à la production de silice mais aussi au monoxyde de silicium qui est volatile. À 1800 degrés Celsius sous vide au four à haute fréquence, on peut réduire le sesquioxyde de chrome selon la réaction suivante au four électrique à arc pour compenser la faible exothermicité mais le coût de silice est très élevé d'où préférence de l'aluminothermie. Pour l'aluminothermie, nous pouvons avoir la réduction du sesquioxyde de chrome, de l'hémipentoxyde de vanadium, de l'hémipentoxyde de niobium, de l'hématite appliquée dans le procédé thermite pour le soudage des rails.
Fenêtres opératoires. Allumage, 1200-1400 degrés K, mèche magnésium chlorate de potassium, préchauffage. Autothermie, température typiquement 1900 à 3000 degrés Kelvin selon système et charge. Atmosphère, argon sec ou légère dépression, évitez l'azote pour limiter la production de nitrure. Ah, bon. Toujours dans le sujet qui nous intéresse actuellement, qui est celui de la métallothermie, il faut savoir dans quel cas est-ce que nous allons l'appliquer. À quel moment ça devient intéressant ou à quel moment ça devient impératif. On va l'appliquer lorsque le diagramme d'Ellingham montre qu'un métal réducteur tel que l'aluminium, le calcium, le magnésium, le silicium ou le sodium a une ligne d'oxydation très au-dessous de l'oxyde ciblé, assurant un delta G vraiment négatif dans une température atteignable. Donc on est toujours là, delta G négatif, réaction possible. Mais il faut que ce soit un delta G assez grand. Je parle en valeur absolue, mais négatif, pour que ça puisse avoir lieu dans le sens désiré, la réaction puisse avoir lieu dans le sens désiré. Mais quand on dit température atteignable, on peut arriver dans des conditions où on a un delta G qui est négatif. Mais des températures hors gamme, vous comprenez? Il ne faut pas que ce soit trop haut, par exemple, la température. Là, c'est mauvais pour les réfractaires. Et si c'est mauvais pour les réfractaires, c'est mauvais pour le réacteur tout entier. On risque de perdre le réacteur. Donc, dans les zones de travail acceptables pour notre équipement, c'est ce qui peut nous intéresser. On peut avoir besoin de la métallothermie quand on a besoin d'un apport de chaleur. Vous comprenez? Les réactions, on les souhaite exothermiques. Donc, on peut bénéficier de cet apport de chaleur quand on n'a pas la capacité de chauffer d'une manière externe. Et si la chaleur peut venir des réactions, cela peut être intéressant. C'est ainsi, par exemple, le procédé thermite par lequel on soude les rails. Vous savez, les rails, on ne les soude pas n'importe comment. Les rails de chemin de fer, c'est des masses d'acier, on doit les mettre côte à côte, il faut souder à cœur, c'est difficile de le faire avec une électrode ou même un chalumeau. C'est un mélange d'aluminium plus d'oxyde de fer, on les met ensemble au-dessus de l'espace à souder. On s'arrange pour laisser un petit espace pour que la matière puisse entrer dedans et pour qu'il puisse y avoir de la place aussi pour la dilatation. C'est ça le procédé thermite. Et c'est un procédé, en fait, je l'ai dit, c'est aluminium plus Fe2O3. Il y a une grosse réduction qui se fait. Le fer, l'oxyde de fer, l'oxydation du fer se fait à un certain niveau dans le diagramme d'Ellingham, tandis que l'aluminium, comme je l'ai dit, l'oxydation de l'aluminium est très bas et il est clair que l'aluminium sera un élément réducteur, il va récupérer l'oxygène, laisser le fer à proximité des rails, donc assurer la soudure. C'est ça le procédé thermite. Et on peut aussi utiliser la métallothermie quand on veut faire des alliages ou des ferro-alliages, comme du ferro-niobium, des ferro-vanadium, des ferrochromes à bas carbone, et aussi des alliages silicium-manganèse, là où on accepte une certaine contamination, contrôlée. Alors, on peut aussi chercher à réduire des oxydes très stables. Quels sont les oxydes très stables? On peut avoir l'hémipentoxyde de niobium, l'hémipentoxyde de vanadium, on peut avoir l'oxyde de chrome, Cr2O3, certains oxydes de zircon et les oxydes d'hafnium. Et cela se fait généralement sous vide ou dans un milieu inerte, afin qu'on n'ait pas de réaction indésirable. Et c'est comme ça. C'est ce qu'on fait. Alors quand on veut faire des alliages de fer de niobium, par exemple 60% de niobium par aluminothermie, on part de
hémipentoxyde de niobium, c'est-à-dire Nb2O5, et un boost avec Fe2O3. Alors, les températures visées, c'est entre 2700 et 3000 degrés Kelvin, avec une légère dépression sous argon et tout ça. Alors, on peut aussi chercher à faire vanadium avec environ 80% de vanadium, toujours par immunothermie, en présence de V2O5, hémipentoxyde de vanadium. Là aussi, l'ordre de grandeur, c'est autour de 2400-2900 degrés Kelvin. La scorie produite sera de l'alumine associée à du CaO. Et puis, toujours sous argon. Et puis, on aura aussi les ferrochromes à bas carbone, toujours par aluminothermie de Cr2O3. Gamme de température, c'est autour de 2100, au-delà de 2100 degrés Kelvin et 3000 degrés Kelvin, etc. Toujours au milieu inerte. C'est comme ça. On peut avoir des silicomanganèses, toujours par silicothermie à partir de MnO qui est porté en scorie. Et cela se fait autour de 1700, au-delà de 1700 degrés Kelvin. Et puis, on peut chercher à faire de la poudre de zircon par calciothermie de ZrO2 sous vide, au milieu inerte. Alors, on prend du calcium, on ajoute au ZrO2. On aura bien sûr du CaO, puis le zircon qui va se retrouver tout seul. Phénomène opératoire toujours 1100 degrés. 1100 à 1400 degrés Kelvin, sous vide poussé ou en atmosphère d'argon. On peut chercher à faire de l'hafnium en poudre par calciothermie de l'oxyde d'hafnium. On peut aussi chercher à réduire des terres rares comme l'oxyde de lantane. L'oxyde de lantane par calciothermie, et on aura du CaO avec du lantane. Le lantane, c'est un métal de terre rare. Donc, ce sont des conditions pour lesquelles on a parfois besoin de procéder de métaux